bienvenue à notre webinaire qui a pour objectif de présenter les premiers résultats d'une enquête sur les impacts de la crise sanitaire sur l'organisation du travail dans les organisations de solidarité internationale françaises, et ce, du point de vue de l'analyse de genre. Comme on voit, malgré le déconfinement, finalement, les réunions à distance continuent allègrement, dont celle-ci. Vous avez eu donc les infos techniques là, tout à l'heure sur l'utilisation du chat et autres modalités. On prévoit 1 heure à 1h30 en fonction de la discussion. C'est une première étape, hein, puisque on a lancé une enquête en ligne. Là, on va vous présenter les premiers résultats en vue d'une publication à la rentrée, une publication qu'on espère alimenter et enrichir également des contributions ou des recommandations, ou des expériences de ce webinaire, mais aussi après le webinaire, ça devrait être possible de continuer à faire des apports. Donc très rapidement, cette démarche est à l'initiative de plusieurs associations: Médecins du Monde, Coordination Sud, F3E, Genre en Action, Adéquation, avec l'appui de la plateforme Genre et Développement et l'appui de l'Université Bordeaux-Montaigne. La meilleure façon d'introduire le pourquoi de notre démarche sera que chaque organisation partenaire se présente très brièvement. Donc je commence. Alors je ne sais plus si je me suis nommée Yveline Nicolas de l'association Adéquation, qui est également association animatrice de la plateforme Genre et Développement, lieu de concertation entre société civile et pouvoirs publics sur les questions de genre à l'international. Pour ma part, et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est d'avoir cette vision assez multi-acteurs, d'avoir mixé les visions et les compétences d'associations finalement différentes, petites, grandes, ONG ou associations d'appui en genre, et aussi cette collaboration avec des talentueuses jeunes étudiantes de l'Université de Bordeaux qui présenteront l'étude. Donc ce qui nous a réunis, je pense, c'est le constat, et on peut dire une certaine déception de voir que les différentes enquêtes menées en ligne dans le milieu associatif étaient aveugles au genre. Et enfin, on parle des enquêtes que la crise du Covid a suscitées, alors que finalement, dans le monde ambiant, médiatique et autres, on a quand même eu l'impression que cette crise mettait un coup de projecteur et exacerbait les inégalités et les disparités de genre, et notamment dans le monde du travail, et particulièrement dans l'articulation entre vie familiale, vie professionnelle. Voilà, moi, de ce point de vue-là, je trouve que notre démarche voulait combler un manque. Alors au départ, c'est Médecins du Monde qui a alerté et pris cette initiative, et du coup, je passe la parole à Olga de Médecins du Monde pour donner son point de vue. Merci beaucoup, Yveline. Bon, je me présente, je m'appelle Olga Bautista Cosa, je suis la référente genre à Médecins du Monde France. Tel qu'a été expliqué un tout petit peu par Yveline, en fait, dans le contexte initial de la crise, j'ai été contactée par ma collègue homologue en Espagne qui travaille sur les questions genre, pour voir un tout petit peu de quelle façon, au-delà du fait que nous, on était en train de donner une réponse sur nos projets en tant qu'ONG médicale, avec une approche genre, de quelle façon on était en train de prendre en compte ces questions sur nos politiques RH aussi, justement pour mettre en place des politiques de conciliation entre la vie familiale et professionnelle, qui soient adaptées aux besoins des personnes faisant partie de l'organisation, et tenons compte que nous faisons partie d'un milieu où
C'est un milieu qui est très, très, très féminisé. Je pense que c'est des choses aussi qu'on voit dans les résultats de l'étude. Et qu'on était en train de voir qu'il y allait avoir un grand impact en termes d'accroissement des inégalités de genre dans le milieu de la famille du fait du télétravail. Elle m'a contactée pour ça. Elle m'a aussi raconté l'initiative de la plateforme d'ONG en Espagne qui était en train d'essayer de mettre en place une enquête déjà au mois d'avril sur quels étaient l'impact des mesures prises par les différentes organisations sur la base des recommandations du gouvernement espagnol en termes de télétravail et en termes aussi de chômage partiel, de prévention des violences liées au genre, etc. Donc sur la base de cette première réflexion, c'est comme ça qu'on s'est dit bah, peut-être ça serait intéressant et que nous aussi on puisse arriver à mesurer l'impact de ces mesures ici en France, dans les organisations françaises, pour voir de quelle façon aussi il y aurait potentiellement des bonnes pratiques peut-être qui pourraient être mises en place, qui pourraient alimenter des recommandations pour la suite. Et sur ça, je laisse un tout petit peu Sophie peut-être raconter ce périmètre. Merci beaucoup, Olga. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Sophie Duval, je suis chargée de plaidoyer à Coordination Sud et notamment en charge de l'animation de la commission genre et développement, donc il y a une commission qui travaille à la fois sur des questions de plaidoyer, d'intégration de la perspective genre dans les politiques de développement françaises, mais qui travaille aussi sur des aspects d'appui aux organisations pour l'intégration du genre dans leur structure, dans leurs projets, pour un petit peu questionner les organisations de solidarité internationale sur cette dimension-là. Donc au sein de CESUD, on a plusieurs volets. On a donc un volet formation, on propose des formations sur l'intégration de la perspective genre dans les projets, dans les interactions entre genre et ressources humaines, genre et communication. On a un fonds de renforcement institutionnel et organisationnel qui peut aussi avoir un aspect genre. Donc qui est assez intéressant et qu'on essaie de développer au maximum. Et il est vrai que nous, ce qui nous a intéressé plus particulièrement quand on a été contacté par Olga et Médecins du Monde sur cette étude, c'était de pouvoir rassembler différents acteurs et actrices qui travaillent sur ces questions de genre, comme peuvent l'être Adéquation et Genre en Action de manière historique et beaucoup plus approfondie que la plupart des ONG qui composent notre réseau. Et de pouvoir mettre en relation aussi cette perspective-là historique et de questionnement vraiment approfondi sur la question, avec des questions un petit peu plus organisationnelles en termes de ressources humaines également, et notamment puisqu'on a des espaces de travail au sein de Coordination Sud qui travaillent exclusivement sur cette partie ressources humaines, avec par exemple 2 clubs métiers ressources humaines, et qui se posaient déjà des questions dès le début des mesures de confinement sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, sur les risques psychosociaux liés à cette période de confinement et à un télétravail prolongé. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu rejoindre l'équipe. Et je crois que je passe la parole à Armelle. Du F3E. Du F3E. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Armelle Barré, la référente genre du F3E. Le F3E est un réseau d'ONG et de collectivités territoriales qui est dédié à l'amélioration des pratiques de solidarité internationale. Donc, un peu là où Coordination Sud est plus sur les organisations, F3E sera un peu plus sur les actions, les activités. Donc voilà, on travaille sur des démarches d'apprentissage. Beaucoup, l'idée, c'est de tirer des leçons de ce qu'on vit. Voilà. Et le F3E mène en ce moment un programme qui s'appelle l'Atelier du changement social, avec tout un pan qui est dédié à l'intégration du genre dans les actions. Et puis, on est également en cours de définition de la stratégie genre du F3E pour avoir une stratégie posée en tant que tête de réseau. Et du coup, c'était très intéressant de participer à ce groupe de travail et d'avoir un peu les deux visions
dedans, dehors, voilà, ça nous concerne et on participe. Voilà. Je ne sais plus, je suis désolée à qui je passe la parole. Excusez-moi. Claudie, À oui. moi, je crois. Non, c'est moi qui vais, sous deux casquettes, présenter Elisabeth Hoffmann. Donc, Genre en Action était sollicité par MDM pour lancer cette initiative et c'est très volontiers joint à cette équipe parce que ce réseau francophone international sur la prise en compte du genre et dans le développement, hein, Sophie nous a qualifiés d'acteurs historiques, ça ne nous rajeunit pas, mais en tous les cas, ça nous a beaucoup intéressés parce qu'on est depuis toujours dans une posture d'observation de l'évolution de cette prise en compte du genre dans le secteur en général, et on se base un peu sur ce postulat que la prise en compte dans les institutions de solidarité internationale et de développement est cruciale pour la cohérence aussi de son action après, qui peut intégrer le genre, on l'espère. Mais il faut aussi toujours donner un peu le bon exemple à l'intérieur de la structure qui met en place les projets. Et c'est aussi un gage d'efficacité parce que je pense que cette expérimentation de ce qui se passe à l'intérieur de sa structure est forcément aussi un élément de sensibilisation et de renforcement des compétences en genre qui est intéressante. Et ma deuxième casquette, c'est donc l'Université Bordeaux-Montaigne et aussi le laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde. Donc, d'un point de vue université et recherche, ça nous a intéressés d'une part du point de vue de la formation, hein, parce qu'on a des formations pour les métiers liés à la solidarité internationale et du développement, hein, par exemple la licence professionnelle chargée de projets en solidarité internationale et développement durable dans les pays des Suds, dont Elisa et Amandine qui vont présenter les résultats de l'étude sont issus. On a d'autres formations, mais pour nous, du coup, c'est très important de toujours suivre aussi les évolutions du milieu professionnel. C'est pour nous une obligation. Donc, il y a côté recherche aussi cet intérêt pour l'analyse des effets de ce type de crise, parce que les crises, d'une part, amplifient toujours les inégalités, mais créent aussi ce que les politistes appellent des fenêtres d'opportunité, hein, pour finalement pousser des changements ou pousser de nouvelles idées. Et dans ce sens-là, c'était doublement intéressant aussi d'un point de vue universitaire. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que après cette introduction et ces présentations, on passe à l'analyse de l'étude, des résultats, des premiers résultats. Et donc, je donne la parole à Amandine et Elisa. Oui. Du coup, on va d'abord commencer par faire une petite introduction et un petit avant-propos pour rappeler 2-3 choses. Déjà, tout d'abord, le contexte. Le questionnaire, nous l'avons mis en ligne le 5 mai, donc c'était une semaine avant la fin du confinement, donc le plus dur était passé, on va dire. La majorité du confinement était derrière nous et on pouvait déjà avoir un peu un recul sur les actions menées durant la période. Après, donc, on a pour tout ce qui est méthodologique pour le questionnaire, on a décidé qu'aucune question ne serait obligatoire. On voulait que chacun se sente à l'aise avec les questions et sachant que certaines questions pouvaient demander aussi un effort d'introspection sur sa situation ou ses pratiques liées au genre durant la crise. On a pensé que ça serait plus simple de mettre plus à l'aise les gens en laissant les réponses libres. C'est de même, d'ailleurs, on a décidé qu'une grande majorité seraient des questions à réponse à choix multiples, parce que toutes les situations sont extrêmement compliquées et multiples, du coup, ça correspondait plus à la réalité. Et nous avons aussi fait le choix de choisir des questions ouvertes, en fait, puisqu'on s'est dit qu'il valait mieux aller sur de la qualité, des réponses qualitatives où on pourrait analyser des témoignages et des situations spécifiques.
Du coup, l'analyse sera beaucoup basée sur ces verbatims et pas forcément sur des chiffres. Il y aura une partie chiffrée, mais la grande majorité sera sur des témoignages et des chiffres qu'on aura extraits des réponses. Donc, nous avons aussi fait un questionnaire en anglais pour toucher le maximum de monde. Et nous avons un total de 255 réponses. Après nettoyage des données, on a 255 réponses au questionnaire. Donc, c'est un échantillon qui ne nous permettra pas d'être tout à fait exhaustif, mais ça nous permettra de mettre en lumière des tendances et certaines réflexions sur la situation. Et du coup, nous avons choisi aussi de faire le plan du questionnaire. Nous l'avons construit en 2 grands temps. On a d'abord questionné les répondants sur les données personnelles, donc le genre, l'âge, les enfants, la situation des conjoints-conjointes, s'ils faisaient partie d'une minorité, etc. Avant, dans un second temps, de partir sur les mesures mises en place par la structure et ses impacts. Donc, certaines questions au sein de ces parties faisaient appel au point de vue et ou à la perception de la répondante. Et pour exemple, on avait une question, c'était « Pensez-vous que ces mesures ont impacté de manière différenciée les hommes et les femmes ?» Donc là, on faisait vraiment appel au ressenti et à la perception du répondant. Et c'est ce qui a permis de mettre, entre autres, en exergue la difficulté à se décentrer de sa propre situation, ce qu'on évoquera un peu plus tard dans l'analyse. Donc, le plan de ce qui va suivre, on va d'abord revenir, Elisa reviendra sur les données et les observations générales. Donc, on verra un peu le profil des répondants-répondantes et de leur structure. Nous partirons après sur un grand 2 qui reviendra sur la situation personnelle et l'impact des mesures. Donc, l'impact professionnel et privé, l'impact économique et les impacts psychosociaux. Il y en a qui auront peut-être déjà vu, mais d'ailleurs sur les impacts psychosociaux, ça sera en lien avec un webinaire qui a eu lieu en juin et qui a été organisé par Coordination Sud, où du coup, Elisa avait pu déjà rendre un petit peu une partie de nos analyses. Voilà, du coup, ça va être le grand 1 avec Elisa. Bonjour à tous. Donc, on va partir sur la première partie, les données, les observations générales. Donc, concernant les données personnelles, on observe que 3/4 des répondants sont des femmes, ce qui nous confirme le postulat duquel nous étions partis, indiquant que le monde de la solidarité internationale était majoritairement féminin. Parmi les interrogés, on voit qu'une majorité sont en couple avec des enfants et une autre majorité, on peut le voir dans le graphique, c'est deux autres majorités un peu plus inférieures sont des personnes en couple mais sans enfants et des personnes vivant seules. Donc on a voulu faire un zoom sur les répondants ayant des enfants. On remarque que 10% des hommes, 10% d'hommes vivant seuls avec des enfants à charge et que ce chiffre est double pour les femmes. Donc, sachant qu'il y a 3 hommes représentant 10%, 3 hommes ont répondu qu'ils vivaient seuls avec des enfants, à contrario du nombre qui est double pour les femmes. Donc 16 personnes ont répondu à hauteur de 20%. Mais ça montre aussi une part supérieure d'hommes qui ont des enfants et qui vivent en couple, à contrario de celle des femmes. Dans notre questionnaire, on a aussi pris en compte les minorités, qu'elles soient raciales, sexuelles ou religieuses, qui nous ont permis justement une analyse transversale et de prendre en compte leur situation. À noter que la majorité des répondants en termes d'âge sont majoritairement à près de 40% de 31 à 40 ans et suivi de la tranche d'âge de 41 à 50 ans. Donc, et les mêmes tendances se retrouvent autant chez les hommes que chez les femmes. Donc maintenant, je vais passer
aux structures, on voit bien que la structure représentative est essentiellement, enfin, majoritairement à plus de 251 salariés, avec du personnel local sur le terrain d'intervention, mais aussi du personnel expatrié, et suivi de près aussi par les structures entre 51 et 251 salariés. On observe peu de différences genrées dans les structures moyennes de 11 à 50 salariés. Les seules différences notables qu'on observe sur le graphique sont sur les structures de petite taille, donc de moins de 10 salariés, qui ont plus de femmes, qui ont plus de femmes que d'hommes, à contrario des moyennes structures de 51 à 251, où on leur trouve plus d'hommes, justement. Donc, parmi l'ensemble des répondants, on note quand même que plus de 90% disent avoir un lien direct ou indirect pour répondre à la crise. Je vais vous laisser lire les phrases qu'on nous a partagées, comme quoi des fois ils ont dû revoir leurs objectifs, enfin qui n'ont pas revu leurs objectifs mais bien les stratégies. Ensuite, parmi les mesures prises dans les organisations de solidarité internationale selon leur taille, on note que majoritairement les organisations ont opté pour un télétravail, mais que cela a été couplé au chômage technique et ou aux arrêts maladie pour les enfants. À savoir qu'un bon nombre des répondants expliquent que la situation a changé de manière assez irrégulière. Voilà, passons du télétravail, chômage technique, ensuite arrêt maladie. Et que si le télétravail a été très vite adopté, le statut des salariés était moins sûr. Et il a pu être question de chômage technique dans un premier temps, puis voilà, de récupération des congés, des RTT. On lit aussi, vous pouvez lire aussi quelques formes de situation. On sait qu'une sondée a exprimé le fait que le congé maladie pour la garde de ses enfants n'a pas été un choix de prédilection de sa structure, mais fortement recommandé, et ce qui a donné beaucoup de pression et lui a fait passer au chômage technique parfois. Ça dépend des répondants, mais il y a plusieurs avis là-dessus. Maintenant, je vais laisser la parole à Amandine concernant la situation personnelle et les impacts de ces mesures. Voilà, donc pour arriver sur le grand 2, on va d'abord voir du coup l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle. Donc, comme a commencé à le mentionner Elisa, la situation a été extrêmement changeante pour plus ou moins l'ensemble des répondantes et répondants, mais particulièrement pour les femmes, puisqu'on note déjà que l'arrêt maladie pour enfants ne pouvait pas dépasser plus de 15 jours, ce qui entraînait forcément du coup au bout de 15 jours un changement de situation ou des mesures qui ont impacté après les femmes, sachant qu'en plus le congé pour enfants était plus ou moins naturellement, entre grosses guillemets, un congé qui s'est adressé aux femmes et que les femmes ont prise. Donc là, on a une verbatim pour un témoignage pour appuyer ça. C'est oui, car l'intérêt de travail pour garde d'enfants était accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais les hommes en ont moins pris et fait la demande que les femmes. Donc les verbatims, vous pourrez les retrouver après dans la prochaine étape, mais du coup pour l'instant on les lit. Après, pour du coup ce qu'ont pu mettre en action en place les structures, les actions d'articulation mises en place sont principalement une adaptation des horaires de travail pour à peu près 30% des répondants et des répondantes. Et à contrario, 27% des répondants et répondantes expriment n'avoir eu aucune mesure visant une articulation entre vie privée et vie professionnelle. Donc, c'est quand même
important. On est sur un peu plus d'un quart des répondants et répondantes qui n'ont vu aucune articulation entre vie privée et professionnelle, et 18% ont une réduction du temps de travail avec un maintien de salaire. Pour revenir donc sur les graphiques que vous voyez affichés, donc c'était pour mesurer l'impact professionnel des mesures et l'impact personnel. Donc pour professionnel, on voit que le poids des charges domestiques et les enfants concerne majoritairement les familles monoparentales, et les familles monoparentales sont principalement, chez nos répondants et répondantes, des femmes. Donc la notion de télétravail a été gardée du début jusqu'à la fin du confinement. Seulement, la charge du travail a réaugmenté au fur et à mesure du confinement, sans plus prendre en considération les situations personnelles et le fait que les enfants, eux, par contre, ne retournaient pas à l'école et qu'il fallait continuer à faire classe à la maison. Donc, on remarque aussi sur le graphique que la plupart des impacts négatifs, comme même charge de travail mais moins de temps, rupture totale d'activité ou charge de travail augmentée, sont plus importantes pour les répondantes que pour les répondants. Donc, on verra après que cela est surtout lié au fait que quand il y a moins de temps, la charge augmente pour les femmes, ou quand il y a moins de temps, en fait, le temps libre est reporté sur du travail domestique à la maison, alors que pour les hommes, on a vu qu'il y avait plus une majorité qui pouvait profiter d'augmenter leur temps de formation à la maison. Sur l'impact personnel, donc là, comme je disais, là, on observait que les femmes avaient vu leur charge de travail augmenter. Elles ont également connu une augmentation de la charge de travail domestique et liée aux enfants et une diminution du temps personnel. Donc là, on peut vous citer par exemple une répondante qui a témoigné qu'elle a vécu un débordement du travail sur les heures personnelles avec une difficulté de maintenir des horaires équilibrés, avec pour exemple le temps de travail à mettre en parallèle avec la préparation des repas familiaux. Et d'autres personnes parlent aussi de burn-out, d'épuisement et de stress, puisque du coup, tout ça a augmenté un stress, et la plupart des répondantes ont expliqué que l'augmentation du stress ne venait pas forcément de l'ambiance crise sanitaire, mais plus de la difficulté à articuler vie privée et vie professionnelle. On explique également ce stress par une augmentation tout de même des conflits intrafamiliaux pour les femmes. Et nous remarquons aussi d'ailleurs sur le graphique qu'il y a eu 2 débuts de violences signalés par des femmes sur le questionnaire. Et cela peut souligner l'hypothèse un peu générale que le confinement a pu ajouter des tensions violentes déjà préexistantes entre les membres du foyer. Donc voilà, le télétravail et le congé maladie pour enfants peuvent être source de danger pour certaines femmes, ce qui n'a pas forcément été pris en considération. On remarque aussi donc sur les différents témoignages que nous avons reçus sur les impacts de la crise. La majorité des répondants hommes n'ont pas vu de différence d'impact entre hommes et femmes. Certains nuances avec le fait que les femmes s'occupaient des enfants et que cela impliquait une différence, mais ça s'arrête là, alors que chez les répondantes féminines, on a quand même un petit peu plus l'expression d'une différence marquée chez elles. Donc nous avons pris aussi en compte, on s'est dit que s'il fallait prendre en considération la notion de genre, il fallait voir au-delà que hommes-femmes. Nous avons également posé certaines questions pour les groupes dits minoritaires. Et on a vu que du coup, la crise avait mis en avant des schémas un peu systémiques, notamment pour les minorités ethniques et les femmes, où du coup, la plupart des répondants et répondantes se sont rendus compte que les minorités ethniques et les femmes étaient souvent à des postes dits plus précaires, et que du coup, leur rôle et le télétravail étaient plus compliqués à assumer durant la crise. Donc là, pour ça, il y a quelques verbatines que vous voyez normalement s'afficher, où voilà, je ne suis pas sûre que ce soit la structure employeuse qui fasse la différence, mais plutôt la classe sociale, le lieu d'habitation. Les personnes racisées travaillent au siège, occupent les postes moins rémunérés, et ce sont eux et elles qui ont été majoritairement en chômage partiel. Donc ça, ce sont des choses qui ressortent et qui sont déjà préexistantes à la crise, et ce sont des choses qui ont été mises en avant pendant le confinement. Donc à noter, on a aussi pris en considération, ça n'apparaît pas sur l'écran ici, mais il y a eu aussi les personnes en situation de handicap. Donc là, je crois qu'il y a l'exemple d'une personne sourde qui du coup n'avait plus accès aux réunions. Donc ça, c'est aussi des cas qui là, pour le coup, ont été pris en considération
au sein de la structure dans une situation dite normale, mais qui n'a pas été adaptée pendant la crise. Donc, 25% de l'ensemble des répondants et répondantes ont estimé que les mesures de leur structure ont impacté les groupes minoritaires. Et donc, cela considérait, selon nos répondants et répondantes, les groupes donc, de minorités ethniques, sexuelles, les mères célibataires, les retraités, les stagiaires, les parents avec enfants, les postes plus précaires, les travailleurs isolés et les bénéficiaires des projets. Donc voilà pour l'articulation vie professionnelle et vie personnelle. Je vais laisser la main à Elisa pour l'impact économique. Alors, concernant l'impact économique, donc on remarque quand même qu'il est différencié et qu'il a pu mener à une reprise d'activité anticipée, donc une prise de risque liée au Covid. Il y a un répondant qui répond que les femmes ont clairement été plus touchées, justement en termes de retour au travail, qu'elles ont des emplois différents et moins bien payés, qui sont revenus plus vite, et tout en prenant en considération la différenciation raciale, des conditions de vie et l'exclusion sociale. Donc, même si ce n'est pas une question qui a été mise en exergue dans l'enquête, il est important en effet de penser au retour au travail pour toutes et tous. Pour rappel, comme vous pouvez le voir maintenant à travers les graphiques, pour plus de 40% des sondés ont été au chômage partiel, et au partiel ou total, et que pourtant il y a seulement 16% d'entre eux qui ont eu un maintien de leur salaire malgré ce chômage. Donc pour réduire l'impact économique, la possibilité d'obtenir un arrêt de travail avec le maintien de salaire pour garder ses enfants a été la même pour les hommes et les femmes, mais que cependant, c'était majoritairement les femmes qui les prenaient, contrairement aux hommes qui reportent de ce fait la garde des enfants sur le ou la conjointe, en lui ajoutant du coup une charge de travail. Et comme nous le disions déjà auparavant, les arrêts pour les enfants sont plus naturellement, entre guillemets, proposés aux femmes qu'aux hommes. Donc, en résumé, l'impact économique, mental, personnel et professionnel de la crise, j'ai l'exemple d'une répondante qui exprime que la réduction des ressources économiques était un fait, qu'elle a eu aussi un impact sur son budget alimentaire qui a beaucoup augmenté, qu'elle n'avait plus de temps personnel dédié à son travail, à la logistique du quotidien ou de l'école à domicile. Donc le stress s'est amplifié et pas d'aménagement d'horaire possible, et donc une charge mentale, pas d'aménagement d'horaire possible, pas de prise en compte du dépassement d'horaire ou de la charge mentale de par son employeur ou de son manager. Et ce qui pose question aussi sur le rôle de l'employeur et du manager. De plus, concernant la proportion de femmes au sein des instances décisionnelles, on observe quand même une majorité qui sont entre 25 et 50%, et une autre proportion entre 50 et 75%. Ce qui expliquerait aussi en partie le postulat duquel les femmes auraient moins la possibilité de travailler autant que les hommes, de par notre analyse précédente, autant que les hommes, et à être légitimes, entre guillemets, à endosser des responsabilités du fait de leur situation familiale, sachant qu'il est reconnu que le secteur de la solidarité internationale était des métiers avec une surreprésentation de femmes, mais dans lequel on retrouve les mêmes systèmes de domination sociétale,
à savoir que dans les postes décisionnels, ce sont majoritairement des hommes. Voilà pour l'instant. J'ajoute aussi un commentaire que je n'avais pas pris en compte, enfin que je n'avais pas lu, mais il y a eu beaucoup de solidarité même au sein des équipes qui ne venaient pas des ressources humaines. Par exemple, des cagnottes entre collègues pour soutenir les plus impactés. Donc, ce qui est relatif maintenant aux impressions personnelles, notamment la non prise en compte du genre au sein des structures en général, nous montre qu'il y a une majorité qui n'a pas été, une majorité des structures n'a pas entendu parler du genre ou qu'elle n'était pas une priorité. En observant le graphique, en fait, on voit bien que la question du genre apparaît prioritaire ou du moins prise en compte dans les structures de moins de 10 salariés, à contrario des grandes structures de plus de 251 salariés qui expriment en majorité ne pas avoir entendu parler spécifiquement du genre, et suivi de près aussi des structures de 51 à 250 salariés qui traduisent elles aussi une non-priorité du genre depuis le début de la crise et dans la gestion de ces ressources humaines. Donc, ça montre à quel point la question du genre n'est pas abordée explicitement. Pardon. Maintenant, je vais passer aux impacts psychosociaux. Il y a beaucoup, il y a 4 verbatim, 4 mots qui ont souvent ressorti. La notion de le fort sentiment de culpabilité. Une répondante exprime que la culpabilité vis-à-vis du travail, car la productivité était réduite, mais aussi vis-à-vis de la famille, car le travail s'immisce beaucoup dans la vie familiale, qu'on n'a pas proposé de prendre des jours liés à sa situation parentale et qu'elle n'a pas forcément osé non plus, étant déjà en mi-temps thérapeutique. Il y a beaucoup la notion de stress, de surmenage, d'accroissement de la charge de travail domestique, des courses, repas, vie quotidienne, mais toujours du débordement du travail sur les heures personnelles, la difficulté de maintenir les horaires équilibrés, et aussi le sentiment d'isolement vis-à-vis de ses collègues, de son entourage social. Donc, pour prévenir de ces risques psychosociaux, on peut le voir dans le graphique, les structures en général ont principalement fait circuler des informations sur les risques liés au télétravail, et particulièrement pour les structures de 50 à 250 salariés, par exemple. L'ensemble des structures de plus de 11 salariés, donc jusqu'à 251, ont fait circuler à plus grande mesure des informations liées à la maladie ou aux mesures barrières, mais aussi sur la gestion du stress, contrairement aux structures de moins de 10 salariés. Donc, on observe aussi que ce sont les structures de moins de 10 salariés qui ont une absence de dispositifs psychosociaux, mais aussi une absence totale de dispositifs psychosociaux, qui est certes peu comparé aux autres informations diffusées. Donc on remarque aussi le peu d'informations communiquées sur les risques de violences sexuelles des structures et de l'absence totale des structures de 51 à 250 salariés. À plus grande mesure aussi, pour les violences intrafamiliales où les structures de moins de 10 salariés et celles de plus de 251 salariés se partagent le même pourcentage d'environ 20%.
À noter qu'en général, il y a eu, en général, vraiment au total, il y a eu seulement 7% d'informations sur les violences intrafamiliales et seulement 5% sur une communication sur les outils pouvant prévenir aux violences et 3% seulement au total sur les risques de violences sexuelles. Donc, il y a aussi près de 10% des sondés qui disent avoir eu une action adaptée selon leur charge de travail et leur sexe. Et enfin, quelques sondés ont fait part de la mise en place de cellules psychologiques. Donc ça démontre une vision d'obéir aux exigences, aux objectifs, et ce malgré la situation exceptionnelle, sans toutefois informer sur les problématiques liées en genre. Donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Amandine. Oui, donc du coup, pour les recommandations, nous, ce qu'on a ressorti de cette étude pour l'instant, c'est un besoin d'analyse des structures sur leur fonctionnement avec une perspective donc genre, je vais remettre ma vidéo, pardon, perspective genre et intersectionnelle aussi, puisqu'on a eu des exemples, comme dit plus haut, de personnes donc de minorités sexuelles, ethniques, etc., qui ont vécu des choses non adaptées pour elles. Donc, ça serait de réfléchir de manière interne à la gestion de la crise d'un point de vue genre et de manière intersectionnelle, non seulement pour gérer une crise, mais aussi pour pouvoir gérer le monde d'après, pendant le monde d'après, avec voilà, la crise a mis au jour des choses qui existaient déjà. Donc, comment est-ce que pendant une crise, on arrive à gérer ça et comment est-ce qu'après, après les crises, on continue à s'améliorer là-dessus. Et donc, pour ça, on va surtout passer par un petit outil. Je ne sais plus qui prend la main dessus. Attends, peut-être, Amandine, d'abord, on va peut-être donner la parole. On avait proposé de faire remonter quelques questions. Il y a eu des questions-réponses qui ont été... pardon, je mets ma vidéo aussi, donc Armel G3E. Des questions-réponses qui ont été faites dans le chat. Notamment, il y avait... Une première question de Claudie qui demandait est-ce que les 75% de répondants qui confirmaient le postulat de la féminisation du secteur ou de la solidarité internationale, ou bien est-ce que c'était juste que les femmes s'étaient senties plus concernées par l'enquête. On n'a pas vraiment de réponse, mais à titre personnel, je me dis que c'est peut-être la deuxième solution, même si l'un n'exclut pas forcément l'autre. Il y a eu également une question de Marie, de Médecins du Monde, qui demandait si les réponses avaient été rassemblées par association ou structure pour éviter de prendre en compte plusieurs réponses concernant une même association. Donc non, puisque comme ça a été précisé, l'idée de cette enquête était quand même plus de cerner les réactions et l'impact selon les situations, ainsi que les perceptions de chacune, voire les connaissances des mesures prises par les structures. À propos de ce biais éventuel du fait qu'il y ait plusieurs personnes d'une même structure qui aient pu répondre, c'est aussi pour ça qu'il y a un point d'attention qui a été rappelé, c'est que il a été dit que les grosses structures n'ont pas forcément pris en compte la différenciation femmes-hommes, mais il peut y avoir plusieurs personnes qui répondaient de la même structure, ce qui peut du coup augmenter cette proportion. Il y avait également une question sur le fait est-ce que les données étaient pondérées? Donc là, non, mais par contre, il a été rappelé que tous les pourcentages qui étaient donnés étaient vraiment différenciés en fonction du nombre de répondants d'une part et de répondantes d'autre part. Voilà, est-ce que j'ai loupé des questions? Il y a Mégane qui pose une question, savoir si l'effet confinement n'a pas permis de mettre en lumière
ou de rapporter des cas d'abus au sein de structures, des cas qui n'étaient pas nécessairement en lien avec les mesures prises dans le cadre du Covid. Amandine, Elisa, je ne sais pas si vous avez eu ce genre de remontée d'informations. On en a eu, oui. On a eu des remontées, alors abus, je ne sais pas, mais on a eu des remontées de pratiques a priori un peu limite de certaines RH. On a eu des remontées là-dessus et on a eu des remontées sur une différence de traitement sur certaines minorités sexuelles. On a eu, c'était assez minoritaire, mais c'est remonté sur deux, trois répondants et répondantes, oui. D'accord. Il y a Anaïs qui pose également une question. Est-ce qu'il y a des exemples de ressources pratiques concernant les risques liés au télétravail de façon plus globale, puisque là, il y a eu un télétravail un peu massif en lien avec le confinement, mais de façon générale. Et oui, il y a des documents et des kits qui existent là-dessus et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on les partage, mais par contre je ne crois pas qu'il y en ait qui intègrent une perspective de genre. En tout cas moi j'en ai pas vu. Est-ce que les unes ou les autres vous en avez vu de votre côté? A priori pas, je vois des têtes qui Après dans l'ensemble, par rapport à ce qui est sorti de la recherche qui a été faite par les collègues en Espagne, ils ont fait un guide de recommandations avec une perspective de genre qui est en espagnol mais qui est partageable aussi. Ça peut être un exemple intéressant. L'idée après, je pense, c'est que nous aussi, on puisse sortir des recommandations par rapport à ce qu'on a fait avec cette étude et que ça puisse servir aussi de guide ou de réflexion pour la suite et pour adapter aussi nos politiques RH. À nous toutes. Mais en tout cas, ce document, il est partageable, même si pour celles qui parlent espagnol. Ok. Et du coup, une dernière question. Amandine, peut-être tu disais qu'il y avait eu des choses qui avaient été remontées en lien avec des discriminations spécifiques vis-à-vis de personnes de minorités sexuelles. Et du coup, une question est posée pour savoir s'il serait possible d'avoir un focus sur le sujet dans le rapport ainsi que sur les minorités ethniques. Est-ce qu'on va avoir assez de données là-dessus? Je ne sais pas, mais voilà. J'ai deux exemples en tête là. Donc, on avait une répondante lesbienne qui racontait qu'elle était actuellement en mi-temps thérapeutique et que lorsqu'il a été question de donner des congés parentaux aux membres de la structure, donc déjà principalement aux femmes, on n'a pas pensé a priori à elle en priorité et elle s'est sentie obligée de devancer cela et comme elle culpabilisait d'être déjà en mi-temps thérapeutique, elle n'a pas demandé ce congé parental dont elle aurait eu besoin a priori. Donc ça, c'est le premier exemple. Avec en plus, elle reporte une discussion où on lui fait comprendre, des collègues maladroitement lui ont dit plus ou moins que de toute façon, elle n'avait pas besoin puisqu'elle n'était pas la maman principale. Donc il y avait ça. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est quelqu'un qui rapporte que la charge du travail a changé et que les conflits au sein de la structure étaient étrangement toujours avec les deux hommes homosexuels de la structure et pas avec les autres. Donc là, ça rapportait plus tout ce qui était conflit et report de charge de travail. Ça, c'est les deux exemples concrets que j'ai en tête. Okay. Et juste pour revenir sur la question d'Anaïs, parce que j'y pense là, on a beaucoup eu affaire à des... On s'est beaucoup rendu compte que c'était les salariés eux-mêmes, des fois, qui prenaient en compte et faisaient circuler au sein de leur structure des informations et des ressources par défaut, puisqu'il n'y avait pas forcément les RH qui l'avaient fait. Donc, il y a beaucoup de choses mises en place qui l'ont été par les salariés eux-mêmes, en fait. Il y a eu une sorte de prise en main pour combler un manque de la hiérarchie. Voilà. Ok, merci. Je pense qu'on a fait le tour, je crois, de toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Ah, il y en a une de Claudie, qui a une information qui dit que de nombreux guides ont été produits par les agences onusiennes sur la prise en compte du genre pendant la Covid, dans le cadre de la solidarité internationale.
mais plus sur les actions que sur la gestion des RH, effectivement. Merci Claudie de cette précision. Du coup, je vous propose de passer aux recommandations. Une dernière question. Non, allez-y. Juste, j'ai répondu sur le chat. Une dernière question. L'André s'adressait aussi aux bénévoles. Est-ce que des bénévoles d'association ont répondu? Et donc, oui, confirmé par Amandine. Je vous rends la parole. Merci Armelle. Donc oui, sur la partie recommandation, c'est vrai que cette étude, elle était à la fois pour mettre en exergue des situations qui pouvaient exister avant le confinement, qui existaient très certainement avant le confinement et qui ont été vraiment exacerbées durant cette période-là en termes d'inégalité de genre. Mais ce qui nous intéressait aussi, c'était de pouvoir repérer à travers les témoignages qui ont été faits dans cette enquête des bonnes pratiques qui ont été mises en place par les organisations de solidarité internationale françaises pour atténuer ou du moins ne pas accroître les inégalités de genre dans cette période qui était particulièrement propice à cela. Donc ça, on aimerait pouvoir un petit peu capitaliser sur ce qui a été fait, ce qui nous a été communiqué à travers cette enquête, mais aussi avoir des retours de votre part, et ce afin aussi de pouvoir formuler des recommandations un peu plus construites pour le secteur, qui puissent être pertinentes pendant cette crise. Et bon, on espère que ça n'aura pas lieu, mais qui pourraient être pertinentes dans le cadre d'une autre crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, qu'on aurait à vivre dans les prochaines années, qui seraient pertinentes pour toute l'étape de déconfinement qui finalement est toujours à l'œuvre aujourd'hui, mais qui pourrait être aussi pertinente pour l'après, puisqu'on se pose pas mal de questions sur est-ce qu'on va vraiment retourner au monde d'avant un jour? Est-ce que les organisations de solidarité internationale ne sont-elles pas en train de remettre en cause leur modalité de travail de manière beaucoup plus structurante en prenant cette opportunité ou ce qui s'est passé durant la crise? Donc pour ça, on voulait vous inviter, alors je vais essayer de faire un partage d'écran. Vous me dites si ça marche. Ça fonctionne très bien. Ouais. C'est parfait. Donc, on avait distingué, en prenant les deux grands chapitres de l'étude, différents focus de recommandations qu'on pourrait faire. Donc, un sur les situations personnelles et charges de travail, un autre sur les risques psychosociaux et d'autres recommandations qui pourraient être peut-être un peu plus transversales ou aussi spécifiques. On en a noté deux pour vous inciter à nous faire part de vos commentaires. Une qui avait plus attrait sur l'importance d'organiser des réunions RH, donc ressources humaines, après le confinement ou dans cette étape de déconfinement, qui pourrait être propice à justement faire des retours d'expérience des salariés ou des équipes bénévoles sur comment elles ont vécu cette période et qu'est-ce qu'elles voudraient mettre en place pour la période à venir. Une autre recommandation qui nous semblait assez pertinente, c'est aussi de faire suivre aux structures elles-mêmes des formations sur la perspective de genre dans les organisations. Donc, une perspective un peu plus institutionnelle que projet, comme ça peut être, ou communication, comme ça peut l'être fait par pas mal de structures. Donc voilà, on voulait vous laisser la parole là pour déjà noter quelques autres post-it ou pour avoir vos retours d'expérience sur cette période, des choses que vous voulez en particulier dont vous voulez nous faire part pour dégager des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques qui peuvent nous amener à avoir des recommandations plus pertinentes. Il y a Anaïs qui propose de donner un petit témoignage. Est-ce que ça vous convient si on lui passe la parole? Anaïs, est-ce que du coup, il faut activer le micro? Ouais. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien? Parfait. Super. Donc bonjour, moi je suis Anaïs Tajasque et je suis chargée de capitalisation chez Initiative Développement. Donc petite, moyenne ONG
basé à Poitiers avec une équipe siège d'une quinzaine de personnes. Donc là, en fait, je voulais faire un petit retour d'expérience sur ce qui s'est passé au siège, hein, parce que j'ai assez peu d'infos vraiment terrain sur les équipes locales notamment. Mais peut-être un petit partage d'expérience pour nuancer, je ne sais pas ce qui ressort de l'étude. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être, enfin, si c'est la taille de l'ONG ou le fait d'être en province. Mais nous, on est passés tous en télétravail très vite, avec effectivement une bonne moitié, je dirais, des collègues en situation de garde d'enfants, hommes ou femmes, donc avec des horaires aménagés, enfin un système de chômage partiel, on va dire, déclaré une semaine sur 2, mais dans la réalité, des horaires aménagés pour faire une demi-journée enfin, les 2 semaines, quoi, chaque jour des 2 semaines. Et en fait, le petit bilan là de fin de confinement, c'est que le télétravail a plutôt plu à une partie des collègues et notamment des collègues parents qui, pour le coup, ont pu trouver que ça augmentait leur productivité parce que moins d'interruptions, de passage dans les bureaux non programmés, des fois aussi de papotage à droite à gauche parce on est dans une maison qui n'est pas vraiment isolée, donc voilà, c'est difficile de se mettre à part vraiment dans un bureau silencieux. Donc moins d'interruptions en fait dans le travail de fond. Donc plus de productivité, on va dire, professionnelle, et à côté de ça aussi finalement le sentiment de peut-être mieux profiter de sa famille. Alors là, quand je parle de parents, je parle de parents en couple. Bon, alors hétérosexuel, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais en tout cas en couple, donc avec aussi une charge partagée dans la gestion des enfants. Enfin, je dis donc, le donc n'est absolument pas systématique, mais en l'occurrence, voilà, connaissant aussi un petit peu les familles des unes des uns, il y a un partage, pour le coup, il y a un partage des responsabilités. Donc c'est aussi pour ça que je posais la question tout à l'heure s'il existait des ressources, parce que potentiellement, on va se poser la question en fait de la place du télétravail dans les pratiques normales voilà, dans les pratiques normales entre guillemets du travail, avec un équilibre à trouver entre le travail à distance, le travail présentiel, parce que on perd quand même des choses, mais donc télétravail qui a des avantages, mais à quoi est-ce qu'il faut quand même rester vigilant par rapport à ces nouvelles modalités-là, et comment est-ce qu'on y reste vigilant. Alors, je me rends compte qu'il y a des messages qui sont apparus, je n'ai pas du tout suivi. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions qui étaient plus sur ce que je disais ou pas. J'essaie de reprendre un peu. En gros, il y a Mégane qui disait qu'elle pensait pertinent de distinguer des recommandations en ce qui concerne le télétravail sur une période de crise avec pas de services publics comme les écoles, Oui. la garde des enfants, etc., quelle qu'elle soit, et des recommandations pour du télétravail dans une période plus classique où les enfants sont en général hors du domicile au moment où les parents sont en télétravail. Donc moi, Oui, et petite précision sur les enfants, là, globalement, on était bien sur des enfants, j'ai envie de dire, non autonomes, voilà, hein. C'est plutôt des profils, je sais pas, 6 ans, 8 ans, enfin école primaire, quoi.
Moi, j'avais Ok. juste une question, Anaïs, par rapport à ce que tu nous présentes. Je ne sais pas si cette analyse que vous avez faite, vous l'avez fait justement en tenant compte les situations des hommes ou des femmes de l'organisation, ou vous l'avez faite, vous avez posé les mêmes questions de manière indifférenciée aux hommes et aux femmes. Vous avez essayé de justement faire cette analyse genre. Alors là, c'est pas une analyse genre formelle, hein, c'est juste dans les discussions de retour au boulot, voilà, et un peu comment chacun, une discussion informelle de comment ça s'est passé pour toi, voilà, comment tu te sens, ah bah non, ah bah moi j'ai presque pas envie de revenir au boulot, ah bah moi je suis beaucoup plus reposée, ah bah moi j'ai perdu 5 kilos parce que j'ai mieux mangé, enfin voilà, c'est plus et là de ce que je vous partage, j'ai en tête à la fois, j'ai envie de dire à la fois des mamans et des papas et même plutôt des postes à responsabilité au sein de la structure. Bon, même s'il n'y a pas, avec 15 personnes, il n'y a pas une hiérarchie à 5 niveaux au siège. Mais donc voilà, aussi des mamans et des papas avec des postes en fait qui font partie du comité de direction, hein, un peu élargi, qui ont finalement trouvé dans ce télétravail peut-être quelque chose d'un peu positif sur cet équilibre vie privée, vie pro, alors que j'ai envie de dire peut-être charge supplémentaire liée justement à la gestion de la crise. Bon, diminution de la charge de travail liée à l'arrêt des missions, hein, ça aussi ça doit sans doute être clairement quelque chose qui a un impact. Des missions à l'étranger, hein, j'entends. D'accord. Donc, il y a eu à la fois une augmentation de la charge globale par rapport à la crise, mais une baisse aussi de la charge de travail spécifique. C'était pas 100% en plus, quoi. Il y avait, clairement, une alors, sorte d'équilibre. Et est-ce que le télétravail est quelque chose qui était déjà pratiqué ou pas? alors, pour le coup, peut-être aussi j'ai pensé à ça tout à l'heure comme nuance. C'était une possibilité offerte avec, on va dire, occasionnellement, en cas de, je sais pas, de rapport à rendre, etc., avec accord du N+1. Bon, c'était pas quelque chose 3 jours. Il y avait personne qui était en télétravail 3 jours par semaine ou voilà. Si ce n'est quand même une collègue qui était basée au Mali, mais bon, c'est un cas un peu particulier. Et cette possibilité offerte-là, moi personnellement, en tant que chargée de CAPI, et donc en tant que personne qui a des trucs assez régulièrement à écrire, un petit peu prise de tête, je l'ai saisie sans culpabilité. Mais pareil, en discutant de manière informelle, je sais que d'autres collègues ne la saisissaient pas, pour même ne serait-ce qu'une demi-journée pour un rapport de mission en revenant de l'étranger. Okay. Justement par culpabilité finalement. Okay. On a d'autres discussions dans le chat. Il y a Olivier qui disait qu'avoir des recommandations pour l'automne, donc en parlant du télétravail, et de cette distinction entre télétravail en cas de crise et télétravail plus régulier, donc dans le risque, il y avait je reformule, d'avoir des recommandations pour l'automne, où l'automne étant le moment où il y avait un risque de reprise de la pandémie en Europe était possible. Donc, c'était aussi pertinent d'élaborer des recommandations pour le court terme, pas seulement pour le long terme. Il y avait un témoignage de Claudie sur Genre en Action. Donc, au sein de Genre en Action, tout le monde est bénévole, que ce soit au nord ou au sud. Et du coup, elle remontait que pas mal des personnes bénévoles étaient au plus près du terrain, mais donc ne pouvaient pas bénéficier de mesures de télétravail et de chômage partiel, puisque c'était du bénévolat, donc pas de chômage partiel, que dans certains cas, il y avait des contrats qui étaient annulés ou reportés pour les personnes qui étaient indépendantes.
Et donc voilà, et donc en tant que réseau, le rôle principal, c'était de maintenir le lien, le contact, et c'était aussi de ce fait que les webinaires avaient été organisés, les 2 webinaires, je crois, ont été organisés par Genre en Action pour faire remonter les témoignages de ce qui se passait dans les différents pays, des bénévoles, des partenaires de Genre en Action. Perrine proposait comme action d'outiller, de préparer rapidement les personnes en situation de responsabilité dans les structures à accompagner leurs collègues. Je crois que ça a été noté. Voilà, les post-it sont en train d'être remplis en parallèle. Il y a Elisabeth qui répondait à une question de Driss, mais je n'ai pas vu la question, disant que les questionnaires s'adressaient à la fois aux équipes sièges et aux équipes terrain, et donc dans les pays d'intervention des organisations. C'est pour ça qu'on avait traduit le questionnaire. Une autre recommandation de Claudie qui était d'intégrer la fracture numérique et la fracture de genre dans le diagnostic de la faisabilité du télétravail. Effectivement, ce serait assez pertinent. Et puis Perrine qui rajoutait que pour de nombreuses personnes en situation isolée, le confinement a pu être très éprouvant, en risques psychosociaux, et qui pourrait être pertinent d'identifier ça en amont pour mieux accompagner les personnes concernées. Est-ce qu'il y avait d'autres recommandations? Est-ce que quelqu'un souhaitait prendre la parole pour un témoignage comme a pu le faire Anaïs? Peut-être juste rapidement par rapport à cette idée de outiller et préparer les personnes en responsabilité, organiser les réunions RH post-confinement, mettre en place télétravail organisé, encadré, etc. Et toujours, j'insiste, hein, parce que ça passe tellement vite à la trappe, hein, toujours avec l'idée de dire en intégrant une perspective genre. Hein, ça semble peut-être évident qu'on est très sensibilisé, mais on a vu aussi, par rapport à pas mal de questionnaires qui ont circulé pendant cette période, que voilà, très vite, ça passe à la trappe. On considère peut-être des cas particuliers, individuels, mais on n'a pas vraiment systématiquement des lunettes genre hein, qui essaient de regarder est-ce qu'il y a une différence plus structurelle hein, entre les femmes dans leur ensemble et les hommes dans leur ensemble, évidemment à nuancer hein, avec aussi une perspective plus intersectionnelle, quels hommes, quelles femmes, etc. Mais par exemple, les postes de service aussi, hein, plus d'appui ou les personnes qui font le ménage, etc. Hein, c'est ressorti aussi dans certains témoignages, c'était des personnes qui étaient fortement touchées aussi, hein, où on a souvent aussi une question de racisé qui se mélange avec une question de genre. Donc voilà, de systématiquement être attentif à ça. Peut-être parfois on va constater non, il n'y a pas vraiment de différence, mais au moins on a posé la question. Hein, c'est cette volonté, cette nécessité de rendre le genre explicite comme variable d'analyse qui me semble aussi essentielle quand on a vu tout ce qui a été fait les dernières semaines, les derniers mois sur l'impact de la Covid sur le milieu du travail en général et dans les OSI ou OSIM ou des collectivités de coopération décentralisée, etc., comme ailleurs. Il y a plusieurs remarques. Alors, Sophie les note en parallèle sur les post-it. Donc, effectivement, notamment, il y avait réfléchir à comment informer sur les questions des violences liées au genre au niveau de la prévention, de l'information sur les services disponibles en interne et en externe. Il y avait d'intégrer à minima la sexospécificité dans les enquêtes. Si possible, une vraie perspective de genre, mais à minima, au moins différencier les données.
D'intégrer les syndicats dans la réflexion, l'analyse, les propositions, le suivi de ces propositions, enfin de la mise en œuvre de ces propositions. De profiter du fait que nous sommes en train de réfléchir à nos formes de travail pour le faire avec une perspective de genre, justement. Voilà. Et tenir compte que ça remet en cause la division sexuelle du travail et essayer d'accompagner dans un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et puis Yveline a également mis le lien vers les précédents webinaires Genre et Covid qui ont été organisés avec Genre en Action, la plateforme Genre et Développement. Olivier rajoute que, en plus d'intégrer les syndicats dans l'analyse, la réflexion, le suivi et les propositions, on peut aussi, dans les structures qui en ont un, interpeller le CSE. Puisque, il y avait l'employeur qui devait donner des résultats sur les salaires en termes d'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas d'obligation sur le fait de d'avoir une analyse genre sur le traitement des questions RH pendant le Covid, mais le CSE peut faire éventuellement une demande auprès des employeurs pour avoir des informations, ce qui sensibiliserait les RH. Ouais. Y a Fanny qui fait passer un article, je pense, sur le confinement l'a exacerbé, mais la culpabilité, c'est toute l'année. Fanny, est-ce que tu veux juste dire 2 mots sur l'article en question? Je ne sais pas si tu entends. Tu peux prendre la parole. Sinon, on ira voir. Ce sera bien. Ah oui, d'accord. Fanny dit que son micro n'est pas fonctionnel, donc pas de souci. Donc, on ira voir ça, les uns les unes et les autres. Il y a Suzanne qui demande la parole. Je vous propose de lui passer et puis de reprendre ensuite la liste des questions qui sont tapées dans le chat et qui sont notées par Sophie sur le paperboard virtuel. Suzanne. Suzanne, il faut remettre votre micro si vous souhaitez intervenir. Vous avez levé la main a priori. Je vois ça en tout cas. Non, bon ben écoutez, c'est peut-être une erreur. J'ai l'impression qu'elle parle, mais qu'elle n'a pas désactivé son micro. Ah mince, du coup il faudrait réactiver le micro, mais je ne suis pas en capacité de le faire. Non. De mon côté. Bon, bah du coup Suzanne, si vous nous entendez, il faut activer votre micro, autrement passer par l'écrit. Sinon, Claudie proposait d'avoir un espace commun, peut-être sur... D'accord. Ça va là, vous Suzanne, mieux? oui, très bien. Bon. Merci. Donc, je vous disais que moi, le confinement et la fermeture des frontières m'ont trouvé au Cameroun. Donc, j'y suis depuis le mois de mars. Et donc, j'ai pris contact avec ONU Femmes Cameroun pour travailler au niveau de l'impact du Covid-19 sur le comportement et le ressenti des femmes, qui est mitigé. Autant on trouvera certaines femmes selon la classe sociale, qui donc le télétravail est une opportunité pour une vie familiale. Autant certaines, ça a été plutôt très, très compliqué. D'ailleurs, on note que dans certaines familles, la violence conjugale a quand même assez augmenté. Donc, certains se trouvent que le télétravail avec le conjoint à la maison et les enfants, ça n'a pas été évident. Donc, la reprise plutôt était bien saluée. Mais cependant, celles qui ont réussi
à travailler, à travailler à la maison dans une ambiance bien ordonnée avec les conjoints et les enfants. Il y a certains conjoints qui ont bien joué le jeu, comme nous témoignaient certaines, qui prenaient part, qui s'occupaient des enfants en laissant madame travailler ou faire ses réunions de vidéoconférences. Mais de manière générale, surtout pour les femmes qui ont des activités indépendantes, ce n'était pas facile. Puisque le mari toute la journée à la maison et la femme qui continuait ses activités, à son retour, c'était pas souvent gagné. Donc, le télétravail au niveau du Cameroun, on dira que le résultat est mitigé, quoi. C'est mitigé. D'accord, merci. Oui, c'est sûr qu'en fonction du type d'emploi qu'on occupe, le télétravail est possible, pas possible, et puis de la situation personnelle, bien entendu. Pour reprendre encore les propositions qu'il y a eu sur le chat et qui ont été mises sur le paperboard, du coup, une proposition d'avoir un espace commun d'outils de sensibilisation, de formation, d'analyse ou d'audit, avec une perspective de genre, et du coup, éventuellement avoir une perspective de e-learning en continu pour pousser le genre dans la formation initiale et la formation continue. Que ce ne soit pas quelque chose de one-shot. Il y a une proposition de créer ou de modifier des politiques internes sur le genre, voire avec une perspective intersectionnelle pour agir sur le fonctionnement de l'organisation. Donc, quand ce n'est pas le cas, au niveau RH, communication, gouvernance, etc. Amandine relevait qu'il a été régulièrement rapporté qu'il n'y avait pas de communication explicite sur la prise en compte du genre dans les structures. Du coup, ce serait intéressant d'inciter les structures à le mettre en valeur. Voilà. Et Myriam rappelait qu'il y avait une formation sur l'intégration du genre dans les RH qui a été reportée à plusieurs reprises à défaut par défaut d'inscrits, d'inscrites. Et du coup, que c'est un peu contradictoire avec toutes les recommandations qu'on fait là. Les personnes en responsabilité dans les structures ne sont pas toujours, ne placent pas toujours ça au rang de leur priorité. Alors Alice d'ActionAid France propose de demander au ministère du Travail des clarifications sur la possibilité des arrêts en garde d'enfants et du chômage technique pour garder des enfants qui ne sont pas autonomes, même si en théorie le télétravail est possible, et de faire reconnaître qu'on ne peut pas travailler en gardant des jeunes enfants, effectivement, quand on a des enfants très jeunes. C'est assez... c'est un défi que de considérer que le télétravail est possible dans ce cas. Oui. Non, je voulais compléter là-dessus. Je sais que selon les structures, ça a été appliqué de manière assez différente. Donc, chez nous, moi, j'ai eu la possibilité d'avoir un arrêt pour garde d'enfants, puis après le chômage technique pour garder mes jeunes enfants à la maison, parce qu'on sait bien que c'est impossible de travailler en gardant des jumeaux de 2 ans. Mais en discutant avec des collègues et des camarades d'autres structures, il n'y a pas eu la possibilité du tout d'être en arrêt garde d'enfants. Donc, même si on disait aux collègues « Non, mais tu fais ce que tu peux », ouais, mais c'est impossible et c'est même dangereux. Et du coup, je pense qu'il y a un travail de plaidoyer aussi à mener vis-à-vis du ministère et de faire reconnaître que ce n'est pas possible. Enfin, c'est impossible de bosser en s'occupant de ses enfants. Et si jamais ça se reproduit, il y a des directives qui incitent à télétravailler, alors qu'il n'y a pas des services publics de garde ou d'école. Enfin, voilà, il faut que ce soit clair pour tout le monde et que dans toutes les structures, on autorise les parents à garder leurs enfants, ce qui me paraît être le minimum, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça. Merci. Il y a pas mal de questions, de propositions. Alors, bien analyser les chiffres des bilans sociaux liés à l'égalité femmes-hommes, anciennement rapport de situation comparé, souvent trop peu exploité.
alors qu'ils peuvent être parlants sur certains biais de l'organisation. Il y a aussi les communes de plus de 20 000 habitants qui doivent remettre un rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes, et du coup, on devrait peut-être se pencher sur la redevabilité des organisations de la solidarité internationale de plus d'un certain nombre d'employés, de salariés, d'avoir ce genre de rapport, de publier ce genre de rapport. Il y a plusieurs questions autour de la garde des enfants. Donc, Amandine relevait que le terme de télétravail gardé était ressorti sur le fait de faire du télétravail et de la garde d'enfants en même temps. Une question est posée par Elisabeth à Myriam. Comment remplir au mieux, de manière constructive, les obligations légales en matière d'égalité femmes-hommes? Myriam n'a pas encore eu le temps de répondre, donc si elle veut prendre la parole pour répondre, elle pourra. Il y a eu également des propositions de recommandations sur l'adaptation du télétravail, repenser le télétravail aux personnes en situation de handicap, comme les personnes sourdes, les personnes aveugles, etc. Puisque ça a été évoqué tout à l'heure. Du coup, il y a des réponses qui se font. Du coup, Anaïs propose que si on arrive à faire changer le ministère, pourquoi une prise en charge du chômage technique pour garde d'enfants pour un seul parent par enfant. Et Myriam qui répond à Elisabeth en disant que il faudrait poser la question de l'approche. J'ai pas compris. Est-ce que Myriam, tu pourrais prendre la parole? Ce sera peut-être que tu expliqueras mieux que moi ce que tu voulais dire, si tu as la possibilité de le faire. Oui, bonjour tout le monde. Désolée, c'était pas assez clair. Je disais pour répondre à Elisabeth qu'effectivement, on a essayé de présenter la formation sous cet angle-là. Alors, pas dans le titre, mais dans la petite accroche qui accompagne le titre et qui pose le contexte. Et il est vrai que c'est une formation pour laquelle on a vraiment, vraiment beaucoup de mal à gagner des inscriptions. On a pu relancer nos organisations à travers différents canaux. Et il est vrai qu'un certain nombre de RH nous ont remonté que ce n'était pas la priorité de la structure. Alors, pas forcément qu'il n'y ait pas un intérêt de la part des services RH, mais que ce n'était pas une priorité pour la structure. Ce qui est encore assez différent. Voilà. Merci beaucoup de la précision, Myriam. Je m'étais perdue. Il y a également une question sur la mise en application des recommandations dans les pays du Sud. L'enquête s'adressait aux organisations de la solidarité internationale, des organisations françaises, mais qui ont effectivement, dans certains cas, des salariés dans d'autres pays, notamment des pays d'intervention. Et si ces salariés dépendent du droit français, auquel cas les mesures pouvaient être les mêmes. Mais par contre, quand ce n'est pas le cas, quand c'est des salariés de droit national, comment ça se passe? Donc peut-être de faire une recommandation sur le fait qu'il puisse y avoir une uniformisation des traitements. Olga propose des mesures alternatives de garde, peut-être des crèches dans les logis. Et des actions qui impliquent plus nos collègues hommes dans la garde d'enfants. Il est 16h30. Est-ce que il y a encore beaucoup de questions, de propositions dans le chat? Est-ce que vous voulez qu'on prenne encore quelques minutes pour reprendre les dernières propositions? Et puis, de toute façon, comme l'a précisé Sophie, on va vous envoyer le lien, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras Sophie, le lien pour le Framémo, là, donc le paperboard virtuel, pour que vous puissiez éventuellement ajouter vos recommandations, y compris après la fin de ce webinaire, à tête reposée éventuellement. Et ces recommandations pourront être prises dans le rapport qui sera produit.
Oui, effectivement, je peux vous le partager dès maintenant. Et ce qu'on aimerait aussi travailler avec vous, c'est de, voilà, nous on cherche des personnes. On a déjà fait quelques sollicitations auprès du club métier RH de Coordination Sud, mais des personnes qui sont en poste de management ou en tout cas qui seraient intéressées pour travailler avec nous sur l'élaboration de ces recommandations. Parce qu'on n'est pas forcément des personnes très aguerries au sein du groupe sur la question des ressources humaines et on pense qu'il y aurait une plus-value énorme en fait à avoir des personnes en poste de management qui nous aident sur l'élaboration de ces recommandations et qui seront inscrites donc dans le rapport final qui sera prêt en septembre et qu'on espère aussi diffuser assez largement. On n'a pas encore décidé. On voulait aussi peut-être voir avec vous s'il y avait un intérêt à organiser un second webinaire qui serait plus du coup de représentation de l'étude, mais aussi en insistant davantage sur la dimension recommandation. Donc, tester avec vous s'il y avait un intérêt pour organiser un tel webinaire et identifier les espaces dans lesquels il serait plus pertinent de travailler. Donc, on a déjà des espaces au sein de nos organisations qui travaillent sur ces questions-là. Mais si vous avez d'autres recommandations, je voyais que Fanny du CCFD parlait notamment d'inviter les syndicats à cette réflexion. C'est quelque chose qui nous paraît assez intéressant, mais on est avide d'écouter aussi vos idées. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. On avait une dernière slide dans le PowerPoint avec un contact. Je ne sais pas si Amandine ou Elisa, vous pouvez remettre le PowerPoint en partage. On vous incite, si vous êtes intéressé par participer à l'élaboration de ces recommandations, à nous écrire sur ce mail-là. On pourrait le mettre dans le chat aussi. Mais qui a le mail là? Le mail, alors je vous partage le Framémo pour les personnes, on vous le repartagera à la suite de ce webinaire. Mais je peux vous remettre le lien sinon. Voilà, Amandine vient de le repartager. C'est tout attaché, étudegenrecovid19@mailo.com. On vous renverra l'ensemble de ces informations à la suite de ce webinaire, mais vous pouvez d'ores et déjà nous écrire si vous souhaitez rejoindre notre groupe pour l'élaboration de recommandations. Et on aimerait aussi avoir des structures assez différentes qui nous aident dans cette élaboration-là. On sait que gérer des ressources humaines dans une petite structure essentiellement bénévole ou même avec très peu de salariés, c'est totalement différent que d'en le faire dans une grosse structure. Et je pense qu'il y a des données qui sont assez significatives qui reviennent aussi de l'étude. Donc, ce serait intéressant de pouvoir aborder cette diversité et complexité-là. Juste peut-être pour compléter ce qu'elle a dit Sophie, je viens de vous mettre aussi dans le chat le document de recommandation qui a été fait par la coordination espagnole pour que vous voyez un tout petit peu le type de document aussi vers lequel on aspire aussi d'y aller et ce qu'on pourrait aussi faire en termes de visibilité de ces recommandations après, comment on pourrait l'utiliser, parce que je pense qu'il est intéressant qu'on puisse aussi réfléchir effectivement à rédiger ces recommandations, mais après on peut réfléchir ensemble dans ce groupe de travail à la manière où on veut utiliser ces recommandations pour faire du plaidoyer en interne, pour pouvoir mener d'autres débats peut-être plus poussés. Vous parlez avant du ministère, mais on peut voir de quelle façon ça peut être aussi porté à d'autres instances, que ça ne soit pas que entre nous. Mais en tout cas, on aura ce premier document qui sera une base intéressante pour pouvoir commencer à réfléchir tous ensemble sur ça. Je vois une question d'Anaïs qui est pour coordination sur la forme genre et RH. Est-ce qu'elle est ouverte à distance? On a revu aussi nos modalités de formation et elle est effectivement dispensée à distance. Enfin, elle sera dispensée pour la première fois à distance à partir de septembre.
Est-ce que vous pourrez, dans les informations que vous allez, qu'on va repartager, rappeler aussi les éléments sur la formation genre et RH? Je pense que c'est un moment pertinent pour que ça puisse être repartagé. Pas de souci, avec plaisir. Je voulais peut-être juste ajouter un élément, s'il vous plaît, par rapport à certaines questions sur, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu regrouper les réponses qui émanent de la même structure? C'est sûr qu'on a fait des choix méthodologiques qui impliquent certaines difficultés maintenant dans l'analyse, hein, parce que ça crée des incertitudes sur les interprétations, mais ça a permis, disons, c'était notre postulat, ça va permettre plus de liberté dans les réponses et ça va baisser les barrières pour répondre et pour partager son point de vue librement. Et dans ce sens-là, voilà, c'était des choix faits avec des conséquences, mais c'est pour cela, je crois que c'est important de voir cette étude non pas pour une étude exhaustive qui a analysé le problème en profondeur. On sait que ce n'est pas du tout ça, mais c'est une étude qui essaye de faire ressortir des éléments de réponse qui permettent maintenant justement au milieu des OSI de rebondir là-dessus pour se dire, ben oui, peut-être il y a quand même des choses à prendre en compte, des points de vigilance sur lesquels on ne doit pas faire l'impasse. Hein, donc voilà, c'était plus pour avoir des éléments pour vraiment nourrir la réflexion et attirer l'attention sur le fait de garder cette perspective de façon transversale dans aussi dans la gestion des ressources humaines et dans toute l'organisation interne de nos structures qui avancent toujours plus, heureusement, hein, sur la prise en compte du genre dans leurs actions, dans leurs projets. Donc voilà, dans ce sens-là, oui, on sait très bien que nos résultats ne sont pas infaillibles et qu'il y aura beaucoup de marge de manœuvre pour les améliorer. Mais voilà, on a fait avec les moyens de bord, avec certaines parties pris. Et voilà, on espère que ça va nourrir la réflexion et la discussion sur ces sujets-là. Bon, c'est une conclusion en quelque sorte, Elisabeth, de notre webinaire. Oui, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé. Je crois que les échanges étaient très intéressants, très nourris. Et on espère à bien vite pour, du coup, en septembre pour la présentation du rapport final avec on espère aussi des modes de diffusion un petit peu alternatifs avec des infographies, des choses intéressantes et puis essayer de voilà, diffuser cette information au sein de vos organisations, essayer de sensibiliser toujours plus sur ces questions-là et voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.